Pour moi, le théâtre, c'est, hormis le plateau, c'est la rencontre avec les autres. C'est une approche différente sur une œuvre ou des œuvres différentes, mais avec des gens qui ont des univers, des psychologies complètement différentes. Puis c'est d'essayer de servir au mieux des metteurs en scène qui, eux, sont peut-être, humainement parlant, ne feraient peut-être pas partie de mes amis, mais justement, le travail du comédien, c'est d'essayer de le servir malgré tout au mieux. C'est pas une question d'affinité. Si on ne travaillait bien que quand on a une affinité, on ne serait pas bon comédien. Donc le comédien, il doit pouvoir travailler en toutes circonstances et avec des partenaires avec qui il s'entend très bien. Et même s'il ne s'entend pas bien avec, il doit pouvoir travailler avec. Il ne faut pas confondre l'affect et le travail. Voilà. Donc moi c'est mon côté un peu franc-tireur. J'aime bien aller là, un peu partout et puis me surprendre. Et puis j'ai pas envie d'avoir des repères, j'ai pas envie de stabilité dans le métier. Je veux toujours être déstabilisé. Souvent je dis je trouve mon équilibre dans le déséquilibre. C'est-à-dire que là où les gens n'osent plus aller, moi j'y vais, puis c'est comme quand on veut plonger la première fois, c'est le trou, on ne sait pas, on se dit je vais me tuer, je vais tomber. Puis quand on plonge plusieurs fois, on finit par avoir des repères dans l'espace, un endroit qui est complètement irrationnel pour beaucoup de gens, et on finit par avoir des repères et changer notre position du corps pour arriver dans de bonnes conditions, pour pas faire un plat ou autre chose, peu importe. Voilà. Et ce métier, moi j'envisage un peu comme ça, c'est-à-dire que je veux pas savoir ce que je vais faire. Je veux me mettre un peu en danger et me surprendre et aller chercher des ressources que j'ai, comme tous les comédiens. D'ailleurs, en tant que metteur en scène, c'est ce qui me plaît, c'est que je révèle aux comédiens que je dirige leurs propres ressources. Je n'apporte rien. Tout est en eux, mais ils le savent pas, ou alors ils savent pas comment aller le chercher. Et la plus grande récompense pour un metteur en scène, c'est quand le comédien, après, a trouvé la racine, suit la racine que vous lui avez indiquée, et va trouver la source de ses sentiments, de ses passions, de ses inquiétudes. Voilà, ça m'intéresse énormément. Travailler sur l'humain. Et moi, j'ai eu la chance de jouer l'Aigle à deux têtes à la télé, de Cocteau. Quel sujet abordons-nous? L'approche de la pièce de Jean Cocteau, donc Le Bel Indifférent. C'est une pièce qui se situe pour moi, et puis en plus dans l'écriture, elle se situe dans les années 40. Et je tenais à maintenir ce milieu pour des raisons simples, c'est que les valeurs existantes dans le rapport homme-femme de l'époque, aujourd'hui, seraient un peu inconcevables. Il y a eu une telle évolution dans la relation homme-femme, on parle beaucoup de la parité, et ça aurait fait crier, je crois, les femmes dans la salle. Donc je tenais à garder le contexte de l'époque, pour que les mots utilisés par Cocteau résonnent justement par rapport à l'environnement, par rapport au décor. Voilà. Au niveau de la bande son, au niveau du visuel, on est vraiment dans cette époque-là. Donc c'est pas du tout choquant. Mais une fois de plus, je me répète, mais aujourd'hui, la situation de cette femme serait inacceptable. Bon, donc il faut savoir que Cocteau a écrit cette pièce pour Édith Piaf. C'est l'histoire d'une chanteuse pas connue, qui est connue dans son quartier, qui chante dans des cabarets, dans des cafés, qui vit très chichement à l'hôtel avec un compagnon qui est un petit peu traité de gigolo par Cocteau, et elle est très fatiguée, elle est malade, elle tousse beaucoup, ce qui est un peu le cas de Piaf, qui étant jeune elle était toujours dehors, n'avait pas d'argent, donc ne se soignait pas, et voilà. Donc la situation est misérabiliste. Et elle espère que cet homme l'attendra le soir après son tour de chant à l'hôtel. Et quand elle rentre, tous les soirs, il n'est jamais là. Et elle s'inquiète, et elle est malade, et elle commence à sentir que son image d'elle-même, à ses propres yeux à elle, se dégrade. Elle veut pas perdre cette fierté d'elle-même, elle veut pas se sous-estimer, donc elle a décidé ce soir, au moment de la pièce, de parler à son Émile. Émile va rentrer très tard, en l'attendant elle l'aura appelé dans des lieux où il est censé être, où il n'y est pas, où on l'a vu avec d'autres personnes, notamment des femmes, ce qui l'inquiète beaucoup, mais bon, elle le sait tellement, au moment où la pièce commence, elle est déjà
aguerrie de tout ça, fatiguée et pas tolérante, mais elle n'a pas le choix. Elle est très amoureuse de lui, elle l'a même dans la peau, et lui, quelque part, on joue. Donc il va rentrer tard, et elle va commencer à lui parler, mais d'une manière très gentille. Elle va prendre des distances, elle va dire ta sœur a téléphoné, etc. Elle va pas attaquer le sujet bille en tête, et lui ne lui répond jamais, et il va s'installer, allumer une cigarette, se coucher, prendre le journal et lire son journal. C'est-à-dire qu'il va créer un écran entre elle et lui. Et elle se sent d'autant plus humiliée. Elle ne le voit pas, il ne répond à rien, et elle va tenter de le sortir de cette inertie par des provocations, en essayant de le rendre jaloux, en essayant de le minimiser, en essayant de divers moyens pour qu'il réagisse, jusqu'à parler de mort, parler d'assassinat, parler peut-être de suicide, donc des choses très très fortes, très dérangeantes. Bon, je vous dis pas ce qui va se passer, donc voilà. Alors, dans l'écriture de Cocteau, cette femme est plus âgée que le garçon, ce qui fait qu'il y a une relation de gigolo un petit peu. Et là, la comédienne qui joue, qui s'appelle Ségolène Point, est à peu près le même âge que le garçon, et donc la relation est complètement différente. C'est-à-dire que je suppose que c'est peut-être son premier homme, et qu'elle l'a complètement dans la peau, qu'il lui a tout appris, et que maintenant elle en redemande. Et lui, comme beaucoup d'hommes, quand on enseigne les prémices de l'amour à une jeune femme, on a une position de force, on a une position de gourou, on est flatté, mais une fois que la femme a acquis cette connaissance et qu'elle veut la vivre et qu'elle est demandeuse, la relation commence à balancer, et lui ça le dérange, il a plus son statut de supériorité à ce niveau-là, et sa défense à lui c'est un peu une forme de mutisme. Parce que s'il la laisse faire, il va se faire bouffer, et il vous veut que d'elle-même, elle comprenne qu'il faut lui laisser une certaine distance, etc., etc. Voilà. C'est le contexte sur lequel j'ai travaillé du fait de l'âge de la comédienne. Et donc, moi, j'ai travaillé un peu sur une forme légère, par moment, démence psychologique. C'est-à-dire, pour tenir, il faut s'inventer un monde. Il faut admettre des choses inadmissibles. Et il faut prendre beaucoup sur soi, mais quand on contient beaucoup de choses, il y a des éruptions qui se font par moments, comme un volcan. Et il y a le cratère principal, puis il y a des mini-cratères autour. T'entends, il y a une explosion, il y a un peu de lave, il y a un peu de fumée, etc. Et elle, par moments, tout en voulant être calme, en voulant lui parler de manière à ce qu'il ne s'en aille pas, parce qu'elle ne veut pas le brusquer, elle appelle pas un chat, sinon il se lèverait, il s'en irait. Elle le connaît. Donc, elle fait des périphrases, elle adoucit ses remontrances, etc. Mais par moments, comme elle contient trop et depuis trop longtemps, ça sort. Par moments, il y a des cris, il y a des gens qui frappent au mur parce que c'est un hôtel, donc ça dérange. Et donc moi, je travaille sur le côté décalé psychologique du personnage, parce que s'il n'est pas décalé, elle accepte pas ça. Elle s'en va ou elle le met dehors, parce qu'en plus c'est elle qui paye l'hôtel. Et ou elle s'en va ou elle le met dehors. C'est insupportable ce qu'elle vit, mais elle tient tellement à lui, elle l'a tellement dans la peau que voilà, pour tenir, c'est aux dépens de sa santé psychologique, alors que déjà sa santé physique, elle, ne va pas bien. Ça pour des raisons purement d'économie. Elle n'a pas les moyens de se soigner, elle le dit aussi dans le texte. À un ami à qui elle téléphone, si tu crois que j'ai le moyen d'appeler un docteur, et il lui demande si elle soigne, il fait mais bien sûr je me soigne, je rentre, je me couche, voilà, les soins c'était ça, qui d'ordine, comme disaient nos grands-mères. Voilà, donc c'est ce traitement-là, c'est cette défaillance psychologique qui m'intéressait. Bon, bien évidemment, j'ai pas essayé de faire Piaf sur scène, non. Je me suis adapté à la personnalité de la comédienne, qui n'a rien à voir avec Piaf, mais c'est quand même une chanteuse de quartier, comme je disais tout à l'heure, et qui fait peut-être plusieurs lieux dans la même soirée, mais des lieux qui sont pas du tout honorifiques. Elle le dit à un moment donné, est-ce que tu crois que c'est agréable de chanter dans des lieux où les gens parlent, remuent les assiettes pendant que je chante, etc., etc., où tout le monde fume, ça me fait tousser, etc. C'est misérable. Mais bon, il faut survivre, il faut payer l'hôtel. Donc ça, c'est quelque chose qui est commun à Piaf à une certaine époque de sa vie, avant qu'elle soit prise en charge par des pseudo-agents, mais
des agents, le premier notamment, qui était assassiné. Donc tout ça, c'était quand même dans un milieu de voyous, de petites frappes, de malfrats. C'est un peu le milieu que j'essaye d'évoquer par le décor, par la personnalité d'Émile. Voilà, donc on est quand même dans cette époque-là. Et il y a une bande son où il y a une chanson qui n'est pas chantée par Piaf mais par Daniel Darieux, de l'époque aussi. Et voilà, je tenais vraiment à ce contexte, une fois de plus, pour que la crédibilité de la relation homme-femme puisse être acceptée.